Monsieur Dominique Pignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université Paris 13. Vous êtes au Sénégal dans le cadre de l'invitation de l'Institut supérieur de finances de Dakar, ISF, qui, dans le cadre de ses activités scientifiques, organise aujourd'hui, jeudi 28 novembre 2019, une conférence sur le thème État des lieux sur l'évolution de la recherche dans le domaine bancaire et financier. Et samedi prochain, si Dieu le veut bien, vous allez introduire aussi un sujet, une conférence sur le sujet mutation dans les banques centrales, analyse et perspective. Mais aujourd'hui, il sera question de la conférence que vous venez de terminer. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances de l'évolution dans la recherche dans le domaine bancaire et financier? Les grandes tendances, c'est de continuer à travailler sur la manière dont la finance apporte son soutien à l'économie, au développement, à l'innovation. Et donc de s'interroger sur quels sont les instruments, les politiques qui sont les plus adaptés, quels sont les obstacles aussi qui font que certaines entreprises, beaucoup de petites et moyennes entreprises, par exemple ici localement, ont du mal à se financer, ou pourquoi certaines entreprises innovantes dans les secteurs qui se développent mais qui trouvent difficilement des financements. Donc tout ça, c'est d'étudier un peu l'adéquation entre la finance et l'économie. Ça, c'est un premier sujet. Un autre sujet, c'est de savoir comment les autorités publiques, en particulier les banques centrales, peuvent accompagner ces évolutions en aidant au financement dans les bonnes conditions des entreprises et aussi en étant gardienne des règles. Un rôle très important des banques centrales, c'est de surveiller pour que le système fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de crise importante. Un autre sujet qui est important, c'est la monnaie. Que vont devenir nos monnaies dans le futur. Alors, il y a deux questions là qui sont posées. La première, c'est si dans la zone ici d'Afrique de l'Ouest, on abandonne le lien avec l'euro, que va devenir le CFA? Comment faut-il organiser l'après CFA? Donc ça, c'est un vrai sujet de recherche et qui peut être intéressant de regarder comment, par exemple, les pays européens de la zone euro eux-mêmes, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour créer leur union économique et monétaire. Ça, c'est un sujet. Et puis, un autre sujet sur la monnaie qui est très différent, mais qui est très important également, c'est l'impact des nouvelles technologies, de la numérisation, digitalisation sur la monnaie, la création monétaire, sur les banques. Donc ça, c'est un autre sujet aussi sur lequel on va devoir tous les chercheurs, nous allons devoir travailler dans les prochaines années. Tout à fait, professeur, vous avez parlé de financement et de transition écologique. On sait que dans les pays dits développés, le niveau de transition écologique est extrêmement avancé et que même ce qu'on appelle la finance verte est en train de se chercher. Est-ce que pour des pays africains comme les nôtres, qui sont dans une étape, disons, embryonnaire de la transition écologique, est-ce qu'il ne va pas se poser un problème de business model par rapport à ce qu'on appelle la finance verte? Alors d'abord, je ne crois pas que la transition écologique soit très avancée dans nos pays. Nous avons beaucoup de retard par rapport aux objectifs, en particulier sur la question du climat, la lutte contre le réchauffement climatique. On s'aperçoit qu'on continue à émettre énormément de gaz à effet de serre qui justement est à la cause principale du réchauffement climatique. Donc en Europe, on est en retard, et dans le reste du monde aussi d'ailleurs. Donc par contre, c'est vrai qu'il y a tout un débat aujourd'hui en Europe sur la finance verte, en Europe ou dans d'autres régions d'ailleurs du monde, savoir comment financer la transition pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. Mais on n'en est aussi qu'au début. Par exemple, la nouvelle présidente de la Commission européenne, ou bien la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne. Ce sont deux femmes qui vont présider, l'une qui est allemande et l'autre qui est française.
on dit que c'était des objectifs importants, mais pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Donc, si vous voulez, la finance verte n'est pas encore très développée en réalité en Europe. Alors maintenant, dans la région ici, dans l'Afrique de l'Ouest, le problème se pose évidemment en des termes différents, mais il est tout aussi important. C'est-à-dire que si l'économie ne se développe pas d'une manière durable, d'une manière non carbonée, c'est-à-dire en émettant pas trop de gaz à effet de serre, eh bien, elle aura des problèmes aussi de réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est d'aider les entreprises, d'aider les particuliers à prendre de bonnes habitudes pour économiser l'énergie, pour utiliser l'énergie renouvelable, etc. Et je pense que l'Afrique a des atouts très importants. L'Afrique a des atouts, par exemple par rapport au soleil, l'énergie solaire, par rapport aussi aux éoliennes, le vent. Tout ça, c'est des énergies renouvelables qui sont propres. Et donc la question, c'est comment trouver des financements. Je pense que là, il y a une double responsabilité, à la fois des pouvoirs publics locaux, des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, et d'autre part des autorités au niveau international, parce que le réchauffement climatique aujourd'hui et la question écologique, elle a été créée principalement par les pays les plus avancés, qui sont les plus grands pollueurs de la planète, qui ont été rejoints par des pays maintenant comme la Chine d'ailleurs, hein, qui est devenu le principal pollueur avec les États-Unis. Et donc ces pays-là, nos pays, ont des responsabilités pour aider les pays, par exemple comme les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, à réussir leur transition. Et donc aujourd'hui, il y a une réflexion qui a été engagée d'ailleurs pour financer cette transition, pour donc mettre en place des instruments à la fois internationaux, mais aussi des instruments locaux, voilà, pour développer la transition. Ça ne prendra pas localement la même forme que dans les pays développés. Par exemple, ici, les marchés financiers sont assez peu développés. Et en Europe, ils le sont plus. Donc en Europe, par exemple, il y a ce qu'on appelle des obligations vertes, les green bonds, qui sont un instrument qui est mis en avant. Pour le moment, c'est assez peu important. Et donc, ce n'est pas encore devenu un instrument très développé. Mais voilà, je ne pense pas qu'ici, localement, les green bonds, les obligations vertes, soient une bonne solution. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le secteur bancaire, que les banques, soient incités par les pouvoirs publics, par la Banque centrale, à développer des financements verts, c'est-à-dire vers les énergies renouvelables. C'est tout à fait possible. Aussi, il faut aider les gens c'est la question de la mobilité, à se déplacer avec des moyens qui sont moins polluants, donc des voitures moins polluantes, mais aussi économiser, développer des transports collectifs, avoir des infrastructures qui permettent, voilà, de lutter contre la pollution, par exemple. Professeur, vous avez parlé de la digitalisation financière, hein, comme un secteur de recherche assez innovant pour aujourd'hui et demain. J'avais envie de vous poser deux questions. La première, c'est concernant les banques centrales et ce qu'on peut appeler les fintech. Est-ce que c'est une substitution ou une complémentarité? La seconde question, c'est par rapport aux banques centrales de manière globale, avec l'avènement de ce qu'on appelle la monnaie mobile money. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas, avec le e-currency, les banques centrales sont en train, plus ou moins, ou petit à petit, de perdre un peu le monopole de la supervision des risques, voire même de la régulation? Alors, à votre première question, je pense qu'il faut, et je pense que c'est ce qui va se passer, qu'il y ait complémentarité entre les banques centrales et les fintech, hein, les entreprises qui sont dans la technologie financière. Pourquoi complémentarité? Parce que les banques centrales ont des fonctions importantes dans nos sociétés pour aider au financement, favoriser la stabilité monétaire et aussi pour surveiller le système bancaire, veiller à sa stabilité. Les fintech n'ont pas du tout cette capacité à le faire. Donc la Banque centrale restera pour longtemps, et peut-être pour toujours, un acteur incontournable dans nos économies. Il y en a dans tous les pays, il y a des banques centrales aujourd'hui, et depuis bien longtemps, depuis plusieurs siècles. Hein, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc il y aura toujours des banques centrales. Voilà. Ensuite, c'est vrai que les nouvelles technologies vont
disons, apporter des défis, des difficultés pour les banques centrales. Par exemple, vous parliez de la e-monnaie, de la e-currency. En effet, c'est des monnaies privées qui ne sont plus contrôlées directement par la banque centrale. Et donc, elles peuvent poser des difficultés parce que si demain, une entreprise de e-monnaie comme Orange Mobile est en difficulté, eh bien, la Banque centrale ne pourra pas intervenir aussi facilement que si c'est une banque qui est sous son contrôle. Et donc, oui, il y a un défi important à cause de la e-currency. C'est une réalité. De même que, autre difficulté pour les banques centrales, elles vont se trouver face à des acteurs. Je pense par exemple à Facebook qui voudrait demain lancer une monnaie, le Libra. Eh bien, les blockchains, qui seront des technologies qui permettront peut-être de contourner les règles édictées par les banques centrales, les règles prudentielles. Et là, c'est un danger non seulement pour les banques centrales, mais c'est surtout un danger pour la stabilité financière, c'est-à-dire le fait que s'il y a de moins en moins d'acteurs qui respectent les règles, qui appliquent les règles, eh bien, il sera difficile pour la Banque centrale ou les autorités en charge de la stabilité du système de faire leur travail. Donc là, il y a une vraie menace. Professeur, il y a ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est véritablement l'économie la plus adaptée pour les sociétés africaines, dans la mesure où pratiquement 80% de ceux qui font de la croissance dans cette économie-là n'ont pas accès au financement ni bancaire ni boursier. Est-ce que finalement le business model de l'économie sociale et solidaire ne serait-il pas le meilleur business model pour nos économies africaines? C'est incontournable, c'est une nécessité absolue que les économies africaines notamment puissent s'organiser dans ce cadre d'une économie sociale et solidaire. C'est-à-dire avec des acteurs de petite dimension qui sont solidaires entre eux, qui travaillent sur les objectifs de réduire la pauvreté, de réduire les inégalités et de créer de la valeur, de la richesse, mais pas forcément comme on l'entend dans le monde capitaliste. Donc je crois que ça, c'est une réalité et il faut réussir l'application de ce business model, ce qui n'est pas forcément très simple parce que, par exemple, au Sénégal, aujourd'hui, on constate que les petites et moyennes entreprises qui sont dans le secteur social et solidaire, les artisans par exemple, les petits agriculteurs, etc., n'ont pas accès au financement très difficilement. Et donc, il faut d'une part qu'il y ait des réformes impulsées par les pouvoirs publics pour que les banques prêtent davantage à ces acteurs avec des garanties données par les pouvoirs publics. Donc il faut une coopération entre l'État, la Banque centrale d'un côté et d'autre part les banques. Et puis deuxièmement, il faut créer de nouveaux acteurs, de nouveaux instruments pour pouvoir financer cette économie-là. Alors par exemple, créer des banques spécialisées dans le prêt à l'artisanat et aux petites entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et deuxièmement, pourquoi pas inventer de nouveaux instruments, quelquefois en s'appuyant d'ailleurs sur les nouvelles technologies. Je prends un exemple ce qu'on appelle le financement participatif, le crowdfunding, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des plateformes qui vont s'organiser sur une échelle locale, dans une région ou dans une petite localité, et demander de l'argent, lever des fonds pour aider des producteurs locaux à développer leur production et d'une manière informelle, plutôt pas trop formelle, avec des réglementations légères, éventuellement sous le contrôle des autorités publiques, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abus, il ne faut pas qu'il y ait des voleurs qui viennent dans ce système, mais voilà. Donc ça serait peut-être un compromis, ce crowdfunding, ce financement participatif entre l'économie informelle qui est très importante au Sénégal, mais aussi le fait qu'on a besoin d'utiliser les nouvelles technologies pour développer la production au niveau local, avec des petites entreprises, des artisans, voire des particuliers qui se lancent dans des productions. Voilà. Et donc, vous avez tout à fait raison. Je suis convaincu, en effet, que l'économie sociale et solidaire est un bon business model pour un pays comme pour le Sénégal, pour une grande partie de sa population. Mais pour réussir à mettre en place ce business model, il faut des nouveaux instruments, que les autorités
prennent leurs responsabilités. Et pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas encore, mais espérons que ça sera le cas bientôt. Merci beaucoup, professeur. Les entretiens ISF étaient ravis de vous avoir sur ce plateau et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, pour nous entretenir des mutations des banques centrales, analyse et perspectives. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Ça fut un grand plaisir. Merci.